Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour réviser le CRPE et donc nous allons nous intéresser à l'épreuve d'application de sciences et à tout ce qu'il faut savoir pour réussir cette épreuve. Toutes les connaissances à aborder. Je vous rappelle que j'utilise le manuel de chez Hatier, que j'ai utilisé ce manuel-là et que je vais vous faire une petite synthèse de ce qui est important à retenir dans ce manuel-là. Alors il faut savoir que la dernière fois j'avais fait une vidéo sur les sciences de la vie et de la Terre. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux sciences physiques ainsi qu'à la technologie. Alors il y a plusieurs thèmes, on va commencer par le premier, donc la matière. La matière, c'est l'eau et l'air qu'on va étudier en sciences avec les élèves. L'eau possède trois états, l'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Et elle peut passer d'un état à un autre, c'est ce qu'on appelle un changement d'état. Il y a par exemple comme changement d'état la fusion, la solidification, quand l'eau liquide se transforme en glace. La vaporisation, quand l'eau liquide se transforme en vapeur. La liquéfaction, la sublimation et la condensation solide. On peut distinguer un corps pur d'un mélange homogène à partir de sa composition. Donc effectivement, ça aussi c'est un thème important qu'on traite sur les mélanges justement et sur les corps purs, notamment avec les élèves de cycle 3. Mais on peut commencer à l'aborder déjà un petit peu plus tôt sur du travail préparatoire en maternelle ou en cycle 2. L'air est constitué de 4/5 de diazote et de 1/5 d'oxygène, donc d'O2. Maintenant, nous allons voir le thème de l'énergie. Donc, ce qu'il faut retenir sur l'énergie, il existe des sources d'énergie dites renouvelables, comme le soleil, l'eau, le vent, et des sources d'énergie qui sont dites non renouvelables, comme l'uranium, le charbon, le pétrole. Il faut savoir que bien sûr, plus on utilise d'énergie renouvelable, moins on a d'impact sur la planète. Plus on utilise d'énergie non renouvelable, plus on puise dans les réserves et plus on pollue derrière. Lorsque l'on remplit une chaîne énergétique, donc une chaîne énergétique, c'est avec plusieurs maillons. On a une source d'énergie, ensuite on a une transformation d'énergie et donc on peut avoir différentes formes d'énergie. Donc on peut remplir une chaîne d'énergie avec 5 formes d'énergie différentes. L'énergie chimique, donc dans laquelle on transforme des produits chimiques. L'énergie thermique, donc la chaleur. L'énergie rayonnante, plus particulièrement du soleil. L'énergie mécanique, avec une action, un mouvement. Et l'énergie électrique. Bien sûr, dans les centrales qui permettent de produire de l'énergie électrique, on a obligatoirement une turbine et un alternateur. Le troisième thème, le troisième point à connaître, c'est l'isolation thermique. Alors il faut savoir qu'un isolant ralentit les transferts thermiques. Il empêche au corps chaud de voir sa température diminuer. Par exemple, quand on met du café dans un thermos, on a effectivement dans ce thermos, on voit que le café, sa température, elle reste chaude malgré le fait qu'il reste longtemps là-dedans. Donc ça permet d'éviter les pertes en chaleur. Et on peut également avoir le cas inverse, empêcher d'avoir la température qui augmente pour un corps froid par exemple. Donc on parle de la glace dans les boîtes de polystyrène expansées, mais également dans une gourde, on peut mettre de l'eau fraîche dans une gourde bien isolée et on peut garder justement cette eau fraîche toute la journée. Dans une maison, les isolants c'est très important pour éviter justement d'avoir ces transferts de température qui sont excessifs entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc les isolants de la maison, on a la laine de verre et la laine de roche par exemple, entre autres. Il y a la laine de bois également, plusieurs types de laine qui permettent l'isolation d'une maison. Le quatrième point qu'on va aborder, ce sont les mouvements. Donc le mouvement qui est dit relatif. Le mouvement est dit relatif parce que c'est un mouvement par rapport à quelque chose qui ne bouge pas. Il est défini par sa trajectoire et sa vitesse. Alors là, il y a une formule à connaître qui est très importante, c'est la formule de la vitesse qui vous servira également en maths. Donc la formule de la vitesse, c'est V égale D sur T. Donc la vitesse en mètres par seconde est égale à la distance en mètres sur le temps en secondes. Le mouvement, il peut avoir plusieurs trajectoires. Il peut avoir une trajectoire dite curviligne. Donc c'est une trajectoire qui fait des courbes. Il peut avoir une trajectoire dite rectiligne, donc une trajectoire droite, et une trajectoire circulaire. Donc là, on est vraiment sur une formation d'un cercle. Alors, le mouvement, il peut avoir différentes vitesses et donc il peut être accéléré
uniforme ou ralenti. Un mouvement accéléré, c'est lorsque les distances parcourues pendant des intervalles de temps réguliers sont de plus en plus grandes. Donc sur mon graphique ou sur mon schéma, j'ai mes distances qui augmentent au fur et à mesure alors que l'intervalle de temps reste le même. Donc par exemple entre T0 et T1, j'ai 5 secondes. Ma distance parcourue, elle est de 10 mètres. Entre T1 et T2, j'ai à nouveau 5 secondes, mais ma distance parcourue entre les deux est de 15 mètres par exemple. Donc là, c'est un mouvement accéléré qui va de plus en plus vite. Un mouvement uniforme, c'est lorsque les distances parcourues dans un espace de temps donné sont égales, que quand ces distances sont les mêmes. Donc, elles sont toujours les mêmes. Là, pareil, de T0 à T1, j'ai 5 secondes, j'aurai toujours 10 mètres. De T1 à T2, toujours 5 secondes, j'aurai toujours 10 mètres de parcouru, par exemple. Et un mouvement ralenti, qu'on peut aussi appeler un mouvement décéléré, c'est un mouvement dans lequel les distances parcourues sont de plus en plus petites. Toujours le même intervalle de temps, T0, T1, une distance parcourue, T1, T2, une distance qui est plus petite. Au lieu de parcourir cette distance-là, je parcours cette distance-là, par exemple. Donc là, on voit bien que le mouvement est ralenti. 5e point à voir ensemble, et pas des moindres, la planète Terre. Donc la planète Terre, il faut savoir que la Terre est la 3e planète en partant du Soleil. Elle possède 2 mouvements différents qu'il faut connaître absolument. Elle possède la rotation sur elle-même, qu'elle effectue donc en 23 heures 56 minutes et 4 secondes, 23 heures 56 minutes et 4 secondes, elle effectue un tour sur elle-même, un tour complet. C'est donc la période qu'on appelle le jour sidéral et qu'on a maintenant traduit chez nous par le jour. Un jour, c'est bien 24 heures. On l'a arrondi, c'est 24 heures. Il faut savoir que ce jour sidéral, il varie d'1 seconde tous les 600 000 ans. Et donc cette rotation provoque la succession de jours et de nuits et la variation d'ombre dans la journée. Puisqu'en fonction effectivement de la rotation, la partie de la Terre où on est éclairée ou pas. Ensuite, on a la révolution autour du Soleil, qui se produit à une vitesse supérieure à 107 000 km par heure. Donc, un tour complet autour du Soleil, ça représente 365,25 jours. Donc, c'est une année. Une année, il faut savoir que c'est pour ça qu'il y a les années bissextiles, c'est parce qu'en fait, c'est pas 365 jours ni 366, c'est 365,25 jours. Et ces 0,25 font que tous les 4 ans, on rajoute un jour. La Terre est donc plus loin du Soleil. La Terre est plus loin du Soleil en été. On pense souvent que la Terre est plus près du Soleil en été. Et donc, que c'est pour ça qu'on a plus chaud. C'est pas vrai. La Terre est plus loin du Soleil. Et c'est l'inclinaison de la Terre qui donne une quantité de lumière qui est différente au cours de la révolution autour du Soleil. Et donc, c'est ce qui permet de déterminer les 4 saisons, qui sont définies par des équinoxes. Donc ça, il faut être capable aussi de connaître les équinoxes et de connaître les différentes saisons. Ensuite, on va s'intéresser aux objets techniques. Alors, les objets techniques, c'est un vaste programme aussi de sciences. C'est très important de bien comprendre ce que c'est un objet technique, quelles sont ses fonctions. Donc, un objet technique possède une fonction d'usage, c'est-à-dire une fonction d'utilisation, et une fonction d'estime. L'esthétique, donc la fonction d'usage, c'est à quoi il sert. La fonction d'esthétique, c'est la fonction d'estime, c'est l'esthétique, la couleur, la forme. En fait, c'est pourquoi cet objet technique me plaît. Donc, c'est vraiment, on va dire, le marketing, quoi, le décor. Le choix du matériau aura bien sûr une grande importance pour répondre à l'usage d'un objet technique. Le matériau utilisé est adapté à l'usage qu'on veut faire de cet objet. Pour ces objets techniques, ils ont bien sûr des mouvements. Et il y a 2 types de mouvements dans les objets techniques. Un mouvement de rotation, par exemple les pales d'une éolienne, et un mouvement de translation, donc qui est plutôt linéaire, par exemple, et qui provoque des trajectoires superposables. Par exemple, une cabine d'ascenseur qui monte et qui descend, qui fait toujours une trajectoire linéaire. Donc voilà par rapport au mouvement qu'on peut avoir pour les objets techniques. Alors si le mouvement d'entrée, le mouvement qu'on crée au départ,
est le même que celui de sortie, on a une transmission du mouvement. Par exemple, dans une essoreuse à salade, je tourne, donc en énergie mécanique bien sûr, parce que c'est moi qui est en train de faire le mouvement. Et du coup, ça fait tourner à l'intérieur l'essoreuse, donc qui fait le même mouvement. Donc là, on est sur une transmission. Pareil pour un vélo. Un vélo en pédale, donc on a bien le mouvement de rotation et les roues tournent. Donc c'est bien une transmission de mouvement. Par contre, si le mouvement d'entrée est différent du mouvement de sortie, on parle de transformation du mouvement. Par exemple, une locomotive à vapeur. Je vais avoir effectivement un mécanisme donc, où je vais tirer, je vais être sur un rail, et donc je vais être de manière linéaire, et en fait, le mouvement des roues sera bien sûr circulaire. Pareil pour un pantin animé, je vais tirer sur une ficelle et le pantin va avoir des mouvements qui vont être différents. Donc on a une transformation du mouvement. Il y a différents leviers dans les objets techniques. Donc les objets techniques, il y a plusieurs leviers. Un levier, c'est-à-dire que c'est un solide rigide qui qui peut tourner ou qui pivoter autour d'un point d'appui, selon la position d'appui de la force motrice et de la force résistante. On a 3 types de leviers. On a le levier interappui. Donc c'est que le point d'appui se situe entre la force de résistance et la force motrice qu'on applique. Par exemple, les ciseaux. Les ciseaux, je vais appliquer ma force motrice donc, sur les donc sur la partie inférieure du ciseau. Ensuite, je vais avoir mon point d'appui au milieu. Et après, je vais avoir les lames du ciseau qui vont couper. Ensuite, il y a le levier interrésistant. Donc là, c'est la force de résistance qui se situe entre la force motrice et entre le point d'appui. Par exemple, un casse-noix ou un décapsuleur. Je mets ma noix, ma force de résistance, elle est au milieu, ma force motrice, elle est au bout, et mon point d'appui, il est de l'autre côté. Donc, on a bien la résistance qui est au milieu, qui est appliquée au milieu de l'objet. Enfin, on a les leviers intermoteurs. Donc, c'est une force motrice qui est appliquée entre un point d'appui et le point de la force résistante. Par exemple, une pince à épiler. On va avoir au milieu la force motrice, donc au milieu de la pince à épiler, le point d'appui d'un côté et le point de la force résistante de l'autre côté, donc du côté qui arrache le poil. Donc ça, c'est important. Et donc, dans ces objets techniques, il y a le théorème des moments. Donc, le théorème des moments, qu'est-ce que c'est? À l'équilibre, la somme des moments des forces qui font tourner le solide dans un sens est égale à la somme des moments des forces qui fait tourner le solide dans l'autre sens. Donc, on a la formule pour une force appliquée perpendiculaire à la barre, on a M égale F fois D. M, c'est le moment en newton-mètre. F, c'est la force en newton. Et D, c'est la distance en mètres. Donc ça, c'est important à retenir. M égale F fois D. Donc newton-mètre pour le moment, la force en newton et la distance en mètres. Donc pour calculer un moment, il suffit de connaître sa force et la distance qu'on a. Ensuite, un thème important qu'on a aussi, c'est les circuits électriques. Donc les circuits électriques, ça fait vraiment partie de ce programme. Donc un circuit électrique simple et qu'on fabrique souvent, on en a vu nous quand on était par exemple au collège, mais ça peut se faire dès le cycle 3, c'est une pile qui est reliée à la lampe par des fils conducteurs. Donc une pile, des fils conducteurs et une lampe. Alors pour ces circuits, il y a plein de propriétés à connaître. La première, c'est que pour les circuits en série, on a la loi d'additivité des tensions. C'est-à-dire que la tension de la pile est égale à la tension de la lampe numéro 1 plus la tension de la lampe numéro 2. Donc U de pile égale U de L1 plus U de L2. Par contre, on a une unicité de l'intensité. En série, je parle. Donc lorsque le circuit est en série, je vais avoir I1 égale I2 égale I3. L'intensité est la même dans le circuit, que ce soit la pile ou que ce soit à l'intérieur sur les différentes lampes. Par contre, pour le circuit en dérivation, c'est l'inverse. J'ai la loi d'additivité des intensités, c'est-à-dire que cette fois-ci, les intensités sont la somme de l'intensité du générateur. Donc j'ai IG, intensité du générateur, qui est égale à I1 plus I2. Donc, intensité de la lampe 1, intensité de la lampe 2. Et j'ai une loi d'unicité de la tension dans les circuits en dérivation.
Donc, U de la pile égale U de L1 égale U de L2. La tension reste la même, même s'il y a plusieurs branches en dérivation. Enfin, nous allons voir donc les phénomènes optiques. Alors, il faut savoir que la lumière, elle se propage en ligne droite dans un milieu homogène et transparent à la vitesse de 300 000 km par seconde. Et on peut décomposer via un prisme la lumière et recomposer cette lumière blanche grâce à un disque de Newton. Ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Un objet opaque qui est éclairé possède 3 ombres. Donc, lorsque j'éclaire un objet, je vais l'éclairer, je vais avoir une zone qui va être située, du coup, dans l'ombre. Alors, il me faudrait un objet un peu plus grand, vraiment, pour vous montrer davantage. Donc, si je prends, par exemple, ces post-it. Donc, lorsque je vais éclairer ce côté-là, là, vraiment, je vais être éclairé. Je vais avoir 3 ombres. Une ombre propre, donc c'est c'est la partie de l'objet qui est non éclairée. Donc là, si j'ai ma lampe là, c'est cette partie-là qui sera non éclairée. Ensuite, je vais avoir une ombre portée. C'est l'ombre, donc là je décale un petit peu, c'est l'ombre qu'on va voir quand elle touche une surface. Donc l'ombre que je vais avoir sur ma main par exemple. D'accord? C'est l'ombre portée. Ensuite, donc généralement c'est sur un écran ou sur un mur. Ensuite, je vais avoir une zone d'ombre qui est située entre cette ombre ici derrière, cette ombre propre, et entre l'ombre portée. Et c'est ça la zone d'ombre. Alors il faut savoir que la taille de l'ombre portée sur l'écran, elle peut varier selon plusieurs choses, selon la distance entre l'objet et l'écran. Ce ne sera pas pareil l'ombre si c'est comme ça, la distance entre l'objet et l'écran ou si c'est comme ça. Et également entre la position de l'objet opaque par rapport à la lampe. Enfin, dernier sujet pour terminer cette vidéo, c'est l'information. Donc il faut savoir qu'un signal transmet une information et que cette information, elle peut être de plusieurs types. Ça peut être une information de type lumineux, une information de type sonore, une information de type radio, une information de type électrique, ou elle peut être transportée par différents moyens. Il faut savoir que dès la maternelle, on va travailler sur ces informations, notamment à l'aide de robots. Et donc, on va utiliser des robots programmables qui permettent de développer de nombreuses compétences chez les élèves, qui permettent de travailler l'orientation, mais aussi la programmation, qu'on verra de plus en plus complexe au fur et à mesure des années. Donc pour le cycle 1, le robot qu'on utilise, c'est le Bibot, c'est un robot en forme d'abeille. Pour le cycle 2, on utilise plutôt l'Ozobot, c'est un robot qui suit des lignes. Et le cycle 3, on peut utiliser le Timio. On peut également utiliser l'Ozobot d'ailleurs du cycle 2, mais c'est vrai que le Timio est quand même plus intéressant et plus complexe. Voilà par rapport à cette petite révision sur les sciences physiques et technologiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je reviens très vite vers vous pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bonne révision, bon courage!